Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 135e Sitrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. J'embraye sur cette nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année et pleine de bonheur et de sérénité, malgré les nouvelles qui ne sont pas très importantes, mais le bonheur est dans le cœur. Donc, résistez et soyez confiants dans l'avenir. Oui, très bonne année 2023 à tout le monde. Une année, on espère, pleine de bonheur pour chacun et chacune d'entre nous, d'entre vous. Même si, bien sûr, la vie n'est pas toujours facile, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors, on va embrayer tout de suite avec un focus sur la Syrie, puisque malheureusement, la guerre continue là-bas. Et Israël a notamment bombardé l'aéroport de Damas cette nuit, à 2 heures du matin, donc depuis le lac Tibériade. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la Syrie qui souffre d'un grand embargo imposé par les Américains qui s'appelle la loi César, vous vous rappelez, et qui en fait, qui lui interdit tout échange avec l'extérieur. Les sbires et les outils des États-Unis attaquent régulièrement l'aéroport de la Syrie ou attaquent les Syriens, etc. Rien que pour rendre leur vie plus difficile. Je voudrais quand même vous dire que les 15 derniers jours de l'année 2023, la Syrie a été complètement fermée. Il n'y avait plus de transport, plus de transport, ni en commun ni individuel, pour pénurie de carburant, qui est le carburant qui est piqué et pillé par les États-Unis, le carburant syrien, hein, qui est pillé par les États-Unis dans le nord-est de la Syrie. Donc voilà. Et c'était la semaine dernière une attaque terroriste contre les ouvriers du champ pétrolier El Taïm qui ont été attaqués une horde sauvage de Daesh. Ça, c'était dans le secteur de Deir el-Zor? Oui, dans le secteur de Deir ez-Zor, et il y a eu 14 morts, qui sont les ouvriers et les techniciens qui s'occupent du champ pétrolier El Taïm. C'était lors du changement de relais, lors de la relève des ouvriers, parce qu'ils font toujours les 3-8. Donc ça, c'est un point, et ce puits, Al Taim, est un puits qui a une production qui n'est pas énorme, mais qui permettait de subvenir, pas de subvenir aux besoins de la Syrie, mais qui permettait d'avoir un petit filet, disons, de possibilités. Par contre, là aussi, on voit que les Israéliens viennent en rajouter aussi en attaquant l'aéroport de la Syrie cette nuit à 2 heures du matin, donc à l'aube d'aujourd'hui. Ils ont bombardé les deux pistes d'atterrissage, hein, de l'aéroport international de Damas, sachant que cet aéroport est le seul poumon ou la seule sortie issue de respiration pour la Syrie, mais pour tout, en fait, aussi bien pour les médicaments, pour les aliments, pour ce qui peut arriver en Syrie. Je voudrais vous rappeler quand même, vous dire que les États-Unis comment dire, en colère que la Syrie n'est pas succombée sous leur coup, et que la Syrie continue à résister. Ils continuent maintenant, après la loi César, ils veulent faire la loi Heptagone, qui a commencé, soi-disant, elle a été édictée par
le Congrès américain. J'ai pas entendu, euh, qui, excuse-moi, Issar, qui- le nom de la loi, c'est quoi, cette nouvelle loi, c'est la quoi? loi Keptagon sur le Keptagon, en fait, c'est eux qui font venir le Keptagon en Syrie, mais en fait, ils accusent la Syrie De le fabriquer. de le fabriquer, pas seulement de le fabriquer, et de le diffuser dans le monde. Captagon en français, Alors, il d'accord. est certain que vous savez quand même qu'il y a des parties de la Syrie qui sont occupées par des terroristes, donc la partie Idlib, le nord d'Idlib aussi, et le nord de d'Erzur et Hasakeh, etc. Ils sont occupés par des terroristes qui sont soutenus par les Turcs. Donc là, c'est eux, ils ont des fabriques de Pentagon parce que et Et c'est je sais eux pas si tu te qui souviens, Issar Milani, au tout début de la guerre, ces fabriques de Captagon, elles n'étaient même pas sur le sol syrien au départ, elles étaient en Bulgarie. Et financées exact. par des fonds, je crois, qataris, il me semble. Il y avait des articles qui étaient parus dans la Mhm, presse mainstream à ce sujet. mhm. Et maintenant, on accuse la Syrie officielle, je dirais, de fabriquer ceci, et puis donc ce qui permet d'étouffer toutes les sorties, de contrôler et de prétexter de n'importe quoi pour détruire n'importe quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi un point important. Un autre point Quand important, on vient... Hum, un autre point important, si tu veux bien qu'on enchaîne, il y a le rapprochement entre Damas et Ankara, voilà, sous la houlette de Moscou, qui a eu lieu très... exactement. Bon, on en parle depuis 2 3 ans, il y a des rencontres qui sont Mhm, non officielles, mais là c'est une rencontre tout à fait officielle mhm, et qui s'est soldée, comme tu l'as absolument. appris, par un accord. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, effectivement, tout ceci vient après cet accord qui a eu lieu il y a 2 jours, en fait 3 jours, à Moscou, où les ministres des défenses des pays de la Syrie, de la Syrie, de la Turquie et de la Russie se sont rencontrés, pas seulement les ministres de la Défense, mais aussi les responsables des services des 3 pays qui ont donc dû parler effectivement de la sécurité dans la région, de la stabilité dans la région, de la nécessité en fait, comment dire, de la nécessité qu'il y ait une rencontre effectivement entre la Syrie et la Turquie, donc au plus haut niveau. Ce n'est pas encore le temps, bien sûr, mais de toute façon, il prépare les esprits à ça, mais aussi il prépare les faits, en fait, pour aller dans cet accord. Et l'accord qui a été conclu, effectivement, qui est pour l'instant donc le retrait des forces turques de la Syrie, et laisser la place à l'armée arabe syrienne euh, de, en fait, protéger, pour se déployer sur l'ensemble des frontières turques, hein, que les terroristes, arrêter de soutenir les terroristes, que la Turquie arrête de soutenir les terroristes en Syrie, qui sont Jabhat al-Nusra, Al-Jaysh Turkestani, les Ouïghours et tout un tas d'organisations, Al-Jolani, etc. Et Daesh, les Américains aussi, et Daesh, qui est activé par les Américains. Donc, et en plus, alors, un deuxième point qui est la libération de l'autoroute M4, hein, qui relie le nord-est de la Syrie à son nord-ouest. Donc, c'est une autoroute qui traverse la Syrie dans le nord, à partir d'Erzur en passant par Idlib jusqu'à Latakia. Chose qui est très très importante en fait pour les passages des denrées en Syrie d'une région à l'autre, mais aussi vers l'extérieur, vers l'exportation. Ça, c'est un fait très important. Donc, cet accord est quelque chose de très important. Bien sûr, il déplaît profondément aux Américains et aux Israéliens. D'où l'attaque
ce matin à l'aube des Israéliens sur l'aéroport de Damas, visant aussi comment dire, à exacerber l'isolement de la Syrie par rapport à tout contact avec le monde, d'une part. Mais bon, donc d'un autre côté, les Syriens se sont mis à l'œuvre très rapidement et je peux vous annoncer dès maintenant que l'aéroport de Damas refonctionne normalement et que la piste d'atterrissage principale est déjà bien réparée. Donc, chapeau à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour reconstruire et pour remettre en ordre tous les dégâts qui sont organisés et qui sont provoqués par ces attaques. Voilà. Alors, tu me disais en préparant cette interview qu'il y avait de nombreux rassemblements populaires en ce moment en Syrie contre les FDS, contre Qassad. Alors, deux choses qui sont très, très importantes. Avant, effectivement, il y a eu des différents rassemblements. On en avait parlé des tribus syriennes qui font partie, effectivement, de la population de Deir ez-Zor, du gouvernorat de Deir ez-Zor, mais aussi de tous ceux qui sont dans le nord-est de la Badia, en fait, hein, qui se sont réunis à plusieurs reprises, vouant allégeance au pouvoir actuel, au pouvoir syrien, à Bachar al-Assad, à vouloir défendre le pays et à vouloir défendre effectivement, à ne plus accepter, ne pas accepter l'occupation américaine, et leurs sbires, Qassad, aussi les attaquer parce que Qassad fait des exactions contre la population qui sont absolument insupportables. Elle kidnappe leurs enfants pour les enrôler de force dans les forces Qassad. Elle les oblige à laisser leur culture, à donner leur récolte aussi à Qassad, qui, elle, les redonne aux Américains, comme vous le savez. On en avait aussi parlé à plusieurs reprises, comme vous le savez. Tous les jours, il y a plus de 100, entre 70 et 130 citernes américaines qui partent avec le pétrole syrien volé dans les champs pétroliers syriens autour desquels ils ont créé leur base, mais aussi tous les jours, il y a une centaine de poids lourds qui partent avec les produits céréaliers de la Syrie, mais aussi du coton, des olives, etc., etc. Donc, en fait, l'objectif des Américains, à travers ce pillage, c'est aussi affamer le peuple syrien, le faire mourir de froid, piller ses ressources et essayer d'imposer son diktat pour le mettre à genoux à n'importe comment, à n'importe quel prix. Donc, en fait, bien sûr, on voit dans tout ça, ce sont des crimes contre l'humanité, ce sont des génocides à petit feu, ce sont des crimes systématiques, en fait, contre les pays souverains, puisque c'est aussi la Syrie est un pays souverain et ce pillage de la richesse de la Syrie. Mais bien sûr, dans les organisations internationales, personne n'y voit quoi que ce soit, puisque les États-Unis ont vraiment main forte sur les Nations Unies, sur l'Organisation des Nations Unies, et aucun de ces fonctionnaires ou hauts fonctionnaires n'ose dire quoi que ce soit. Alors, je voudrais ici excuse-moi, aussi... il y a aussi le poids des mots. Hein, on parle tout le temps de sanctions internationales alors que ce n'est qu'un embargo américain illégal et criminel. Exactement.
Mais exactement. dans la représentation de beaucoup de gens, y compris à l'ONU, ce sont des sanctions américaines. Sanctions. Donc Mhm. certes un Mhm. peu injustes, mais ce sont des sanctions. Alors que non, les mots ont un sens et il faut appeler un chat un chat. Oui, Il s'agit bien d'un c'est embargo pas absolument. C'est un embargo criminel. étouffant. Illégal et criminel. Criminel, absolument. Euh, Alors, je voudrais quand même signaler à cette occasion le rapport qui a été écrit par une envoyée, une personne que je salue des Nations Unies, qui s'appelle Alena Pigou. Bon, donc qui a écrit un rapport qui disait que de toute façon, l'action en fait sur l'incidence de ces soi-disant sanctions sur la vie des Syriens et qu'elles doivent s'arrêter tout de suite, immédiatement. mhm. Parce que c'est complètement contraire à toute la loi humaine et à toutes les règles de l'humanité qui sont pour laquelle les Nations Unies ont été créées, en fait. Mhm. Donc, voilà. On Ça, va, c'est très important. tout à fait. On va maintenant parler on va faire un bilan de l'année 2022, des faits marquants, et on va commencer par la Syrie. Peut-être que l'événement le plus marquant pour cette année 2022, ben, c'est l'essor des amnisties et des réconciliations, avec la multiplication des centres de régularisation, notamment du côté d'Idlib. Alors, est-ce que tu Tout peux à nous fait. parler de ce qui s'est Tout à passé à ce fait. niveau-là Alors, en en 2022? Syrie, l'année 2022 a été effectivement, on peut la caractériser par l'année du travail de fond sur l'unité populaire, sur l'union de la nation, sur le fait que il faut que les gens reviennent dans le giron de l'État syrien et l'État syrien a décrété une série d'amnisties, d'ailleurs notamment tous les crimes qui ont été commis avant 2020, 2022, et en fait la création de centres de régularisation, y compris dans le gouvernorat d'Idlib. Alors, à Khan Sheikhoun, il y avait un grand centre de régularisation. À la ville d'Idlib, il y avait aussi un centre de régularisation. Vers la Raqqa et à l'est de Raqqa, il y avait aussi des centres de régularisation. Donc, en fait, dans lesquels là, et puis un appel aussi à tous les réfugiés de revenir en Syrie, ce qui est très très important pour la Syrie et c'est très important aussi pour les villes, pour les États, comment dire, D'accueil, voisins de la Syrie, pour les, les États voisins. les états Alors, d'accueil. mhm. Donc, là-dessus, il y a eu toujours, même sur les frontières entre la Syrie et le Liban, des bureaux de régularisation importants où les gens arrivaient, ils avaient leurs papiers tout de suite, etc. Donc, ça, c'est un point très crucial, je peux dire, et c'est aussi ce point qui fait que la Turquie aussi est plus enclin aussi à discuter avec la Syrie parce que le poids des réfugiés turcs, syriens en Turquie est très important. Alors eux, Erdogan pensait au début qu'il allait utiliser ces réfugiés comme une carte contre la Syrie et contre le président Assad. Et là, il se rend compte que cette carte, elle joue contre lui. Il faut savoir qu'en Turquie, il y a une très grosse crise économique et qu'en même temps, il y a une très grosse crise d'emploi. Il y a une très grosse crise aussi au niveau de la sécurité, puisque Erdogan a aussi reçu tous les terroristes elle les a fait transiter en Turquie et les accueille en Turquie. Donc, en fait, Et puis, la crise politique, et puis effectivement, contre ouais, il y a les élections Erdogan, qui arrivent. bien sûr, il est obligé de résoudre ses problèmes avant les élections de l'année prochaine, donc qui se profilent à l'horizon, effectivement.
Et s'il ne veut pas tout perdre, ben, il faut qu'il agisse comme ça. D'ailleurs, il est important de voir qu'il y a eu aussi une délégation de l'opposition turque qui est venue en Syrie et qui a proposé un certain nombre de solutions au rapport en fait entre la Syrie et la Turquie. Mais l'État syrien ne prend pas position de toute façon et il ne veut pas se mêler des affaires intérieures de la Turquie. Donc voilà. Et je pense que ceci a favorisé quand même l'avancée des accords en fait éventuels entre la Syrie et la Turquie aujourd'hui. Maintenant, l'accord a lieu, mais quand est-ce qu'il sera exécuté, on ne le sait pas encore. Il n'y a pas eu de début, mais il y a d'autres rencontres aussi qui sont prévues à partir du 15 de ce mois, Et à la fois, il y a des de ce raisons mois de... de janvier, Oui, à de la ce fois, il y a mois de janvier. il y a des raisons d'espérer que la situation évolue dans les rapports entre la Turquie et la Syrie. Absolument. Et Donc, en même temps, avec Erdogan, on a appris à juger sur pièce et non pas sur la parole. Parce qu'il a signé un certain nombre d'accords exactement, mais qu'il n'a c'est pas tenus. exactement ce que dit la Syrie. C'est avec Erdogan, ce sont les actes qui parlent et c'est pas du tout les accords et les signatures. Par contre, aujourd'hui, en Turquie, la plupart des forces politiques sont convaincues qu'il faut quand même reprendre des accords avec la Syrie comme un voisin qu'on respecte, hein, et dont on respecte la souveraineté et l'intégrité et qu'on n'a pas à s'interférer dans ces histoires. C'était ça le sens de du mémo qui a été remis au président Assad et au gouvernement syrien par l'opposition turque, qui est par le plus grand parti de l'opposition turque qui est venu en Syrie. Hmm. Alors on va parler Donc maintenant ça, c'est quelque chose de- d'important en fait pour cette année et qui a été conclu au fil du temps. Mhm. Mm. Alors, on va parler maintenant des autres faits marquants de l'année 2022. Et en premier lieu, en février, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Mm. Euh, et donc, on peut dire aussi suite à 8 ans de guerre civile dans le Donbass. Il faut quand même Mm. le préciser. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ce fait marquant, puisque cette guerre En fait, perdure jusqu'à aujourd'hui? ouais, moi, je crois que de toute façon, c'est un fait marquant important. Pour moi, ce n'est pas une invasion russe, hein, c'est effectivement la riposte russe à l'invasion de l'OTAN, en fait, aux invasions de l'OTAN qui sont répétées vis-à-vis des pays de l'ex-Union soviétique, d'une part, et qui trahissent les accords qui ont été conclus en 1990, avant la dissolution du, euh, du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique, hein, ça d'une part. D'autre part, il faut savoir quand même qu'à partir de 2014, et pour se venger aussi de l'échec de son plan en Syrie, les États-Unis ont poussé l'Ukraine, les Ukrainiens, ils ont soutenu d'ailleurs les bandes Azov, etc., qui sont des bandes nazies en Ukraine et qui s'attaquaient à la population russe en Ukraine. Il faut savoir que historiquement, Kiev, c'était aussi la... Je disais, il ne faut pas oublier quand même, effectivement, que Kiev était la capitale de la Russie, que le peuple ukrainien et le peuple russe sont des peuples frères depuis toujours, qu'ils étaient toujours liés par l'histoire et par la culture et la civilisation, etc. Ça d'une part. D'autre part, effectivement, les Américains donc, ont soutenu des hordes nazies comme les bandes Azov, les Bandera et autres, en fait, pour attaquer
les Russes au Donbass depuis 2014 en fait. Et donc il y a eu une sorte de coup d'État en fait, un coup d'État qui a mis le premier qui a mis quelqu'un au pouvoir et qui s'est barré, le deuxième qui a mis Zelensky au pouvoir. Donc c'est un coup d'État contre un chef d'État qui était plutôt pro-russe. Et voilà. Donc ça a été de l'intervention systématique américaine dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Et puis par la suite, tous les habitants russes, à la fois du Donbass, du Donetsk et puis de l'Ukraine, en fait, hein, ont été persécutés. Russophone. Et, à Tu as dit russe, mais tu voulais dire russophone. des russophones, oui, Oui, mais oui. ce sont des gens russes en Ukraine, en fait, hein, Mais ils avaient la nationalité et ukrainienne, mais russophones. oui. Mhm. Oui, ils sont ukrainiens, c'est ça. Et donc, ça aussi, c'était quelque chose d'important. Donc, ils ont été persécutés, ils ont commis vraiment beaucoup d'exactions contre eux. On a bien vu que il y avait même des discours où ils disaient qu'ils resteront toujours dans les caves, ils n'auront pas le droit de les voir dans les écoles, leurs enfants n'iront pas, etc., etc. Donc, Ça, des c'est le fameux discours de ce discours de type. Poroshenko en fin 2014 à la Absolument, télévision ukrainienne. absolument. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, ce qui a fait que déjà très vite la Crimée a, a voté son adhésion à la Russie et la Russie l'a effectivement adopté, que récemment, et ça fait partie quand même des événements importants, c'est que il y a eu comment dire, il y a eu des oh, mince, en fait des décisions populaires en fait par des référendums de pouvoir se rallier à la Russie à Donetsk, Lugansk. à, à Lugansk, Donetsk et à Kherson aussi. Donc ça c'est un fait effectivement marquant de cette année et qui a fait suite effectivement à la réaction russe de défense de cette population russe qui est persécutée en Ukraine par les bandes nazies qui sont soutenues par l'OTAN et par les États-Unis. Alors il y a Alors plusieurs l'OTAN, conséquences. Cette guerre est loin d'être terminée en Ukraine, mm, mais il y a déjà, d'ores et déjà en 2022, plusieurs conséquences très durables et très importantes. tout à fait. Il y a eu un certain nombre de sanctions qui ont été à nouveau édictées par les États-Unis contre la Russie, et les États-Unis ont évidemment essayé d'imposer leurs sanctions à leurs alliés, qui sont bien souvent leurs vassaux, et puis un certain nombre de pays, mais effectivement il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas suivi les États-Unis, ça c'est un fait notable, et on voit donc il y a en grosso modo deux blocs qui se sont affirmés à Estime. l'occasion de cette crise, un bloc autour des États-Unis et un autre bloc autour de la Russie et de la Chine. Est-ce qu'on peut parler de l'évolution de ces blocs et tout cela sur fond de guerre de guerre des monnaies et de guerre bien sûr énergétique. Ça fait beaucoup de sujets. Bien sûr, oui, c'est ça. Alors, effectivement, comme d'habitude, les Américains, ils réagissent tout de suite en faisant la guerre avec le sang des autres, hein, et avec l'alimentation des autres, hein. Comme d'habitude, les Américains, ils travaillent par sanction. Ils imposent à tous leurs alliés d'appliquer des boycotts, en fait. Ce n'est pas des sanctions, parce que c'est un mauvais terme d'utiliser, comme tu disais, les sanctions. Le terme sanction, ce sont des mesures unilatérales de boycott, tout simplement, du pays. Donc, ils ont imposé à tout le monde de boycotter le gaz russe Le et pétrole. l'importation de pétrole de la Russie.
Effectivement, alors bien sûr que l'Union européenne y est allée vraiment en traînant le pas parce qu'ils savent que l'occasion et l'opportunité de l'énergie russe qui leur est servie à bon marché est pratiquement chez eux, donc par le biais de gazoducs. Hein. Bon, ils ne voulaient pas s'en débarrasser parce qu'ils ne voulaient pas s'en priver, disons, puisque ce sont des pays industriels. Je pense notamment à l'Allemagne, qui est un pays qui a beaucoup d'industrie et qui a besoin d'énergie, qui a besoin de gaz, qui a besoin de pétrole, etc., et qui n'a pas d'autres ressources, en fait, que celle-là. Qui a besoin d'électricité aussi. Et rappelons quand même que du temps de euh, Merkel, l'Allemagne est sous l'effet et sous la pression des écologistes. Hein. L'Allemagne a décidé de détruire ou d'arrêter toutes ces centrales nucléaires électriques pour la production de l'électricité, ce qui fait qu'elle dépend complètement du gaz et du pétrole pour la production d'électricité maintenant. Et ça a été donc, ils ont un peu traîné du pied pour le faire, et on voit du jour au lendemain l'explosion du Nord Stream 1, du Nord Stream 2. C'est le gazoduc qui alimente l'Allemagne en gaz, hein, directement, en gaz russe, et sur lequel d'ailleurs il y a des accords qui durent, des accords durables, des accords importants avec la Russie, où d'ailleurs la Russie a continué à affirmer qu'elle continue à approvisionner les pays en gaz et en pétrole russe, tous les pays qui le veulent bien et qui la payent, puisqu'elle honore ses accords. Bon, l'explosion du Nord Stream 1 et 2 qui a été faite et maintenant c'est prouvé par les Anglais au profit des Américains, parce que Biden voulait dire que ça c'est quelque chose d'inquiétant que l'Allemagne continue à avoir cet apport de gaz. Donc voilà, il a été explosé. Et puis, cette explosion a fait beaucoup de mal à l'économie allemande et à l'économie européenne, hein. Donc tout pays confondu. La France peut-être le moins, parce qu'elle est moins tributaire de ce gaz russe parce qu'elle n'a pas encore terminé comment dire, le démantèlement de ces centrales nucléaires. Maintenant, elle repart dans le sens inverse, elle repart dans le sens de la réanimation et réactivation des centrales nucléaires françaises de production d'électricité, mais ça ne se fait pas en 2 jours et ça ne se fait pas en 2 mois. Ça demande du temps puisqu'elles n'ont pas été maintenues pendant tout ce temps, puisqu'elles étaient vouées à la disparition. Donc voilà, ça Alors, c'est un point important. il y a un certain nombre de pays également qui n'étaient pas spécialement anti-américains. Hein. Je pense au Pakistan, à l'Inde, je pense À à l'Arabie l'Arabie Saoudite Saoudite, notamment, etc. parce qu'ils ont Qui, demandé le boycott. Oui. voilà, qui, à l'occasion de cette crise, non seulement n'ont pas forcément appliqué les sanctions américaines, mais en plus se sont mis à acheter ou à vendre du pétrole dans d'autres monnaies que le dollar. Donc le dollar est en train de perdre son monopole exorbitant et extravagant d'être la seule monnaie d'échange des échanges internationaux et notamment pour la vente de pétrole. C'est un tribut lourd à payer. Mm, mm. Tout à fait, tout à fait. Donc, ils demandent effectivement, les Américains exigent de tous les pays de couper les relations avec la Russie, de couper les relations économiques avec la Russie, d'arrêter de continuer à pomper du pétrole, notamment la demande par rapport aux pays arabes, en fait, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Ils voulaient que
toute leur production, que leur production remplace, hein, le manque de pétrole russe, hein, à l'Europe. En fait, et ils ont répondu, désolé, nous, on est au maximum de notre production et On toute respecte notre les règles de production l'OPEP est en... et on respecte les Voilà, règles de l'OPEP, etc., l'OPEP+, etc. ouais, OPEP plus. Ok. voilà, les Euh, accords d'OPEP+. Et ça, c'est très important, c'est effectivement historique. Et je crois que ça, c'est aussi une des grandes caractéristiques de l'année 2022, c'est aussi cette apparition d'un deuxième pôle, d'un grand pôle mondial autour de la Chine et de la Russie, qui est en face des États-Unis et qui refuse effectivement, je ne dis pas qu'il refuse, mais qui met entrave au diktat américain et qui met entrave à la politique américaine de monopole dans le monde. D'ailleurs, à ce titre, je voudrais rappeler le discours de Poutine récemment lors de l'adhésion des républiques ukrainiennes à la Russie, où il dit le monde monopolaire est fini, il est déjà derrière nous, et aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire où qu'on veut plus juste et plus équitable, où les rapports seront basés sur l'égalité et pas sur la domination. C'est alors, un discours très important, oui, très important. c'est très important, mais il se heurte à une réalité, c'est qu'aujourd'hui, le monde, effectivement, il n'est plus unipolaire, mais je dirais qu'il se dessine plus comme bipolaire que multipolaire, malheureusement. C'est-à-dire que sur ce fond de tension provoqué notamment par les Américains, Mm, finalement, il y a deux blocs qui se forment, hein. Un bloc autour des Américains et un bloc en réaction aux excès américains, qui mm, refusent effectivement ce côté. Ils sont pas tous, comme tu disais, ennemis des États-Unis, mais en tout cas, ils refusent le côté absolu de la mhm. domination américaine. C'est-à-dire qu'une domination qui s'appliquerait sur tous les pans de la vie de tous les pays, y compris la diplomatie. On décide de la diplomatie de ces pays-là, etc. Euh, L'année 2022, donc on a vu, donc ça confirme ce qu'on vient de dire, donc le renforcement de l'OSCE. Euh, C'était également l'année Et de, l'organisation de Shanghai, oui, c'est ça. oui. C'était surtout l'année aussi de d'un renouveau, en tout cas, c'était même inédit, de provocation américaine autour de Taïwan. À ce niveau-là, c'était la première fois qu'il y ait des hauts représentants américains qui visitaient le sol taïwanais pour autre chose que des raisons culturelles ou économiques. Mm, Hein. C'était les seuls domaines où ouais, les États-Unis s'accordaient le droit d'échanger avec Taïwan, c'était sur les domaines mm, économiques et culturels. Et là, on voit bien que ils ont complètement déplacé ce cadre et mm, ils ont comment dire brisé le statu quo qu'ils avaient eux-mêmes instauré. ouais. Et comme par hasard, c'était juste au lendemain de la déclaration de la Chine disant que de toute façon, Taïwan est une partie intégrante de la Chine et que de toute façon, elle fera tout pour défendre la Taïwan si quelqu'un s'en approche. Ça risque clairement, ça risque de provoquer des étincelles. Et donc, voilà qu'on a vu Nancy Pelosi débarquer la nuit à Taïwan et que assurant d'ailleurs les présidents de Taïwan, etc., de son soutien et puis de sa volonté de les aider à fond et puis qu'ils sont prêts aussi à leur fournir des armes, etc., etc. Ce qui n'est pas fait pour la paix non plus, et ce qui est fait plutôt pour allumer la guerre. Bon, là-dessus, il y a eu quand même des séries de manœuvres militaires, aussi bien dans la mer de Chine, dans la mer Rouge, dans le Pacifique, et un peu partout, on a vu des manœuvres militaires qui regroupent à la fois les pays, des pays comme la Russie et l'Iran, la Russie, l'Iran et la Chine,
la Russie, l'Iran et la Chine, comme on a vu aussi la Russie et la Chine dans le mer Nord, dans le pôle Nord, aussi des manœuvres en mer Méditerranée, ben, aussi à côté de nos frontières. Euh, donc, Mais ça, c'est pas voilà. forcément très rassurant pour la paix dans le monde. Cette multiplication des exercices militaires un peu partout, comme tu l'as signalé, que ce soit de la Ouais. part du bloc russo-chinois ou que ce soit de la part des États-Unis et leurs alliés. Ce qui montre quand même qu'on fait étalage de force, hein, pour dissuader l'autre. En fait, les Russes et les Chinois essayent de montrer que de toute façon, même si les Américains sont déterminés à continuer à défendre leur monopole sur le monde, ben, non seulement ils ne réussiront pas, mais ça va provoquer une guerre mondiale totale et qu'ils n'ont pas intérêt et qu'ils seront défaits et que voilà, c'est plus de la remontrance, disons. Oui, oui. Les manœuvres militaires, c'est D'un- plus de la remontrance C'est c'est ce qu'on qu'une véritable velléité de guerre. c'est ce qu'on peut espérer, mais d'un autre côté, c'est également l'occasion pour les armées de tester et de mettre en place ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est-à-dire la capacité Exactement. qu'ont les armées à À interagir, travailler ensemble. à travailler ensemble, sachant que ben, bien souvent sur le théâtre d'opération, une des premières causes de mortalité, c'est ce qu'on appelle le feu ami, le friendly fire, Mhm. qui proviennent de sa propre armée ou même d'une armée alliée, quoi. Donc Mhm. c'est une vraie problématique ça de pouvoir opérer Mhm. ensemble sur un théâtre Mhm. d'opération. Et ces exercices-là sont l'occasion effectivement de tester et de mettre en place et de tester cette interopérabilité. On Mhm. parlait de guerre Ouais, tout à d'énergie, il y a un fait. autre point qui est important de souligner. Mais pour en revenir, c'est vrai que l'année 2022, c'était vraiment on a vu beaucoup Une d'opérations année militaires. charnière. Voilà. Voilà. À la fois en opération militaire, enfin, pardon, ouais, en opération d'exercice, exercice militaire grandeur nature, mais également donc on en a parlé, d'accords bilatéraux économiques et stratégiques. Il y a eu énormément d'accords bilatéraux qui ont été signés par Tout à énormément fait. de pays, dont la Mhm. Chine, dont la Russie, Mhm. dont Mhm. l'Iran, dont la Syrie, mais aussi en Tout à face, fait. dont les États-Unis. Euh, Mhm. voilà. Rencontre stratégique il y a quelques jours entre Poutine et Xi Jinping, en fait, qui était rencontre virtuelle, certes, mais où ils se sont assurés l'un l'autre d'un soutien total et puis d'une stratégie qui les unit complètement et pour très long terme. Et une adhésion totale à une coopération systématique entre les deux pays. Et pareil, d'ailleurs, il y a quelque temps, entre la Russie et l'Iran, Mais entre l'Iran et la Chine. Et ça, c'est très important, tout ça, en un, fait. un autre Voilà. pays qui a engrangé beaucoup d'accords bilatéraux Mm, ces dernières années, y compris en 2022, c'est Israël, il ne faut pas l'oublier. mm, Un certain nombre d'accords stratégiques, économiques avec un certain nombre de pays ont encore été signés. ah bon? Que ce- Avec mm. bah, c'était bien en 2022, il me semble qu'avec un certain nombre de pays du Golfe, il y a eu des visites. Exact, oui, c'est en fait des accords, effectivement, tu as raison de le souligner. Moi, je l'ai éloigné de ma pensée, mais ce C'est sont pourtant toi qui m'en... des accords de, comment dire, de normalisation des relations, Hmm. effectivement, au qui s- cours de laquelle, d'ailleurs, l'Arabie saoudite a ouvert son ciel aux avions israéliens. Mais la normalisation avec ses voisins est quelque chose de stratégique pour Israël, tout à fait stratégique. Absolument, absolument. C'est ça, tout à fait. Puisqu'on parle Mais d'Israël et de guerre de l'énergie, et de 2022, on ne peut pas ne pas parler des tensions autour du gaz en Méditerranée, notamment du puits de Karish, parce qu'il y a eu une importante passe d'armes entre le Hezbollah et Israël. absolument, entre le Hezbollah au Liban Une passe et d'armes Israël, diplomatique. oui, 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 et que suite à laquelle l'envoyé,
comment il s'appelle, Amos, je ne sais plus quel était son nom, enfin bon, qui était américain, censé être américain, mais qui est un Israélien qui a fait son service dans l'armée israélienne et qui avait proposé les accords, etc., et qu'ils ont été acceptés selon les conditions du Liban. Donc, ce qui était une grande victoire politique pour le Liban et pour le Hezbollah au Liban. Mais en fait, malheureusement, très vite après, il y a eu la fin de la période de la durée du mandat du président Aoun. Il fallait que le conseil l'Assemblée nationale libanaise puisse voter pour un autre président. Ils se sont réunis pratiquement tous les jeudis du dernier mois ou du mois et demi de l'année 2022, sans en arriver à une conclusion et sans arriver à choisir un patron pour le Liban, enfin un président pour le Liban, ce qui est fort regrettable, et le Liban continue à rester dans une situation complètement triste. Et, alors qu'en face, bah, c'est Netanyahou qui est revenu aux affaires. Voilà. Le vieux briscard voilà, qui est pourtant poursuivi pour X affaires de corruption en Israël, mais à chaque fois qu'il est Premier ministre, il a bien sûr une sorte d'immunité qui lui permet de retarder les échéances judiciaires. Et donc lui, il avait clairement annoncé qu'il dénoncerait cet accord autour du Puy de Karish s'il revenait au pouvoir. De toute façon, il l'avait dit d'office avant, effectivement. Et puis, de toute façon, Israël n'a jamais appliqué quoi que ce soit de tous les accords qu'elle a passés. Alors, un dernier point quand même, je voudrais revenir sur la Syrie. La Syrie a aussi eu une grande ouverture pendant l'année 2022. Il y a des pays arabes qui sont venus quand même en Syrie. Il y a eu les Émirats, même le président syrien a été invité aux Émirats arabes unis. La Syrie a participé à Dubaï 2020. La Syrie a eu aussi la visite de différents responsables omanais, aussi de l'Oman. La Syrie a participé pleinement aussi au festival culturel en Oman. Aussi, il y a eu la visite très importante du ministre des Affaires étrangères algérien qui était venu en Syrie avant, alors qu'avant il y avait le ministre des Affaires étrangères syrien en Algérie et qui avait rencontré le président Tebboune. Le président Tebboune avait envoyé une lettre donc au président syrien à travers son ministre des Affaires étrangères, à la fois le ministre des Affaires étrangères syrien, mais son ministre des Affaires étrangères qui est venu après remettre cette lettre au président Assad. Il y a eu pas mal de visites, effectivement, du président Tebboune. Si je peux t'interrompre, tout ça c'est sur fond aussi du premier sommet de la Ligue arabe qui a eu lieu depuis mars 2019, un sommet qui avait eu lieu quasiment une fois par an et qui n'a pas eu lieu depuis 3 ans, plus de 3 ans même. Donc là c'était le 31e sommet, et donc l'Algérie a fait des pieds et des mains pour que la Syrie puisse, membre fondateur de cette ligue, puisse à nouveau participer, puisqu'elle en a été exclue de manière indigne et indue en 2011. Mais l'Algérie n'a pas eu finalement gain de cause. Ça aurait créé plus de tensions que nécessaire. On jugeait le président Assad et peut-être Poutine. Je ne sais pas si Poutine a donné son sentiment à ce moment-là. Je ne sais pas s'il s'est mis autant dans les affaires syriennes, mais c'est pas exclu, vu maintenant l'aide militaire que la Russie
à apporter à la Syrie. Mm. En tout cas, donc, ça n'a pas été jusqu'au bout. Et de ce que j'ai compris, Assad aurait dit donc au président algérien, non, on préfère ne pas être invité, mais que tout se passe bien plutôt que l'inverse. Exactement. Exactement. Donc, c'était ça. Et en fait, le sommet a eu lieu de la Ligue arabe et sans la Syrie, mais la Syrie était très présente de fait, parce que de toute façon, tout le monde en parlait et tout le monde parlait de l'ineptie et de l'absence de la Syrie qui est le cœur battant de l'arabité et puis de l'arabité politique. Donc là, c'était très bien en fait, et puis ça permettait à tout le monde de pouvoir parler librement et puis de ne pas être assujettis à des rôles qu'ils doivent jouer, en fait, dans un discours politique bien tissé, quoi. Alors, dernier fait marquant de 2022 que j'aimerais que tu commences, c'est l'accord sur le nucléaire iranien qui était sur le point d'aboutir. Et Ouais, un petit peu comme avec l'histoire du puits de Karij, il y a eu un Américain, américano-israélien finalement, qui était dans l'histoire et qui a un peu fait capoter. Est-ce que tu peux nous en parler? mm. Alors, oui, bien sûr. Alors, les Israéliens font tout leur possible pour faire en sorte que l'accord sur le nucléaire n'ait pas lieu entre les Américains et eux. Et en fait, dans le cadre de on a l'impression que c'est dans le magma et dans ces grosses confrontations qui ont lieu, effectivement, les États-Unis ont dû succomber ont dû succomber aux pressions israéliennes et peut-être aux pressions saoudiennes, alors que il y avait eu déjà plusieurs rencontres avec les Saoudiens, avec les Saoudiens, avec les Iraniens, pour reprendre des rapports, prendre des rapports normaux entre des pays voisins, etc. Chose qui déplaisait beaucoup, sans doute, à Israël et aux États-Unis. Donc voilà, suite à ça, effectivement, l'accord sur le nucléaire a été envoyé aux calendes grecques. Alors On ça, ne sait si pas on si peut se rappeler que c'était suite à la visite d'un membre du président de l'AIEA ou d'un membre de ouais, l'AIEA en à Israël, Jérusalem, qui en n'avait rien, Israël. qui était pourtant Israël, qui était pourtant normalement euh, absent en dehors de cet accord, hein, qui n'avait rien à voir avec cet accord officiellement en tout cas, qui n'était pas membre des négociations, ne participait pas, et qui d'ailleurs Non plus, elle n'est pas membre non plus de de l'AIEA. l'AIEA. Tu fais bien de le Mm, signaler, mm, c'est quand même fort de café. Et mm, cette personne qui était membre de l'AIEA était justement américaine et mm, israélienne de nationalité, je crois, mhm. Tout il me à semble. fait. Et puis, il faut quand même rappeler que suite à ça, donc, il a fait un rapport qui raconte des mensonges par rapport à l'Iran, en disant qu'il continue à faire enrichir L'uranium, l'uranium au-delà et des que, taux. Et ça, voilà, ça c'était enfin, c'est même un rapport qu'il a modifié suite à parce qu'il avait fait un très rapport qui était familier favorable à Tel avant. Aviv, Et une effectivement, fois pas à Jérusalem. qu'il s'est rendu en Israël, il a modifié ce rapport. Voilà, tout à fait. Donc, je voudrais quand même signaler à ce propos que Israël détient 230 têtes nucléaires, dont personne ne parle, bizarrement. Et quand on parle de sécurité dans la région du Moyen-Orient, on ne parle pas du tout du nucléaire. On parle du nucléaire iranien, mais on ne parle pas du tout du nucléaire israélien. Qui est totalement Suite à illégal, ça, tout à fait. voilà, suite à cela, les pays de la région et donc les Iraniens, mais aussi les Syriens, mais aussi les Libanais parlent de plus en plus, mais aussi la Russie parle de plus en plus d'une région du Moyen-Orient exemptée complètement de toute arme nucléaire. Je voudrais rappeler aussi que cette demande a été présentée aux instances internationales par le président Hafez al-Assad, le père déjà de Bachar al-Assad,
dans les années 90, en fait. C'est intéressant de connaître la position saoudienne sur cette question parce que eux, leur grande crainte, enfin, une de leurs craintes actuelles, Ouais. en tout cas récente, c'était de voir l'Iran accéder au nucléaire. Mm, Mais mm, si un Proche-Orient dénucléarisé leur était proposé, bien sûr mm. contrôlé hein, avec toutes les garanties, ils pourraient être intéressés en fait, de fait. Enfin, moi, je voudrais quand même voir les Saoudiens, ils ont peur du nucléaire iranien, mais ils n'ont pas peur du nucléaire israélien. Parce C'est quand même que bizarre. c'est peut-être parce que le nucléaire israélien est accompagné de beaucoup de valises de billets. Mais bon, ça Enfin, c'est une autre histoire. mm, Eh bien, ce site rep touche à sa fin. On a fait une belle rétrospective de l'année 2022, une belle, malheureusement sur des événements souvent tragiques, ouais, mais néanmoins très intéressant à analyser pour comprendre un peu la marche du monde. Je voudrais mentionner trois faits très récents qu'on n'a pas, qui étaient plutôt 2023, qu'on n'aura pas le temps malheureusement parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. On n'aura pas le temps de commenter, mais que j'annonce et que nous commenterons sans doute au prochain site rep. mm, Il y a eu l'éviction, pardon, l'éviction de Guaido, de Juan Guaido au Venezuela, celui qui avait été, qu'on avait tenté de mettre à la place de Nicolas Maduro. J'ai dit on, c'était les États-Unis et puis l'opposition très de droite au Venezuela. Et donc il a été, comment dire, désavoué par son propre camp très récemment. Au Brésil, donc Lula a le été succès de intronisé. Lula, Voilà, ouais, il vient d'être et son intronisé. Ça, improvisation. tu vas peut-être nous en parler, nous en toucher 2 mots au moment où on va se Ouais, dire au revoir. Et troisième fait également très important, que ça tu commenteras plus longuement, je pense, au prochain site rep. C'est en Iran, donc l'enquête qui progresse sur l'assassinat du général Soleimani. Donc ça c'est mm, important, il faudra que tu nous en parles longuement, on peut pas en tout parler à en fait. quelques secondes. La semaine Mais si prochaine. tu peux nous raconter un petit peu l'intronisation de Lula au Brésil, Oui, oui. s'il te Alors, plaît. Lula, bien sûr. Alors, d'abord, on ne peut que se féliciter du succès de Lula aux élections, d'un côté. De l'autre côté, Bolsonaro, qui était le prédécesseur, mais qui était soutenu par les Américains et qui était là par le soutien des Américains et de leurs alliés dans la région. Il a quitté le pays 2 jours avant, lui et son vice-président. Et puis, donc, de ce fait, Lula, qui d'habitude, le président Lula, au Brésil, normalement, comment dire, L'écharpe présidentielle. l'écharpe du président, l'écharpe présidentielle doit être remise au nouveau président par son prédécesseur. Et là, comme il était parti, donc il y avait les représentantes de trois organisations. Une organisation qui est qui représente les populations indigènes de l'Amazonie, et l'autre organisation, la deuxième, représente les Noirs de Brésil, donc les gens qui sont les plus marginalisés. La troisième, c'était les personnes qui regroupent les poubelles au Brésil. Et c'était ces trois organisations qui étaient là pour lui présenter lui remettre l'écharpe et qui étaient là à son intronisation. Choses qui sont très, très importantes au niveau de la symbolique. Ça veut dire que de toute façon, il va arrêter effectivement l'assassinat de l'Amazonie, de la forêt amazonienne, et il va s'occuper des pauvres, hein, et il va s'occuper des populations marginalisées. Donc là, c'est vraiment une symbolique très importante et on ne peut que présenter toutes nos félicitations au président Lula. Nous sommes très contents quand même qu'il soit revenu au pouvoir. Et puis, je voudrais dire la même chose pour le président Maduro et aussi au Venezuela, puisque aussi c'est très important en fait qu'il soit là et que tous ceux qui voulaient qui prétendent être opposition, etc., etc., qui ne sont rien d'autre que
des gens téléguidés par les États-Unis. Nous en Très bien. savons quelque chose dans le cadre de toutes les révolutions couleur. Oui. Allez, Sarmi Dani, merci beaucoup pour toutes tes analyses et merci également pour toutes les informations que tu as apportées à notre connaissance. Et encore une fois, encore une nouvelle fois, bonne année, très bonne année 2023 à toi, à tes proches et puis à tous les internautes qui nous suivent. Merci pour vos nombreux commentaires et ils nous donnent envie de continuer. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous et excellente année à tous aussi.